travailles auprès des filles, des femmes qui sont victimes ou survivantes d'agressions sexuelles. C'est quoi les principaux impacts, les principales conséquences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou autres, qu'on retrouve généralement chez ces personnes-là? Au niveau des conséquences physiques, c'est certain qu'on peut penser à toute la question des relations interpersonnelles dans l'intimité, la sexualité. Il y en a pour qui ça va être difficile de vivre une sexualité suite à ça. Il y en a pour qui, en fait, souvent, il y a des victimes qui vont avoir dissocié pendant l'agression sexuelle. Dissocier, ce que ça veut dire, c'est se couper de ses émotions. Donc, il y en a qui vont aussi pouvoir vivre des relations où est-ce qu'ils sont dissociés. Suite à ça, au niveau des conséquences plus sociales, il y a l'isolement. Donc, ces personnes-là vont se retirer, vont participer moins à des activités de groupe dues à la méfiance envers les autres. Les conséquences aussi au niveau financier. On peut penser que des victimes vont avoir de la difficulté à retourner au travail si, par exemple, l'agression a eu lieu au travail. Donc, il y a des impacts au niveau financier aussi. C'est certain que les victimes vont ressentir énormément de culpabilité face au geste qui a été commis. Vont souvent se dire que c'est de leur faute, qu'elles l'ont cherché, qu'elles auraient pu faire quelque chose, elles auraient pu réagir autrement. C'est vraiment le fardeau le plus important au niveau des victimes. Et généralement, ce qu'on se rend compte dans notre société, c'est qu'on comprend pourquoi qu'elles le portent. Parce que quand on pense aux mythes et préjugés qui sont véhiculés dans la société, la responsabilité qui est remise aux victimes, c'est normal qu'elles se sentent comme ça. Fait que c'est un obstacle souvent à la rémission, un des premiers obstacles auxquels les personnes survivantes doivent faire face, cette espèce justement de culpabilité, de honte-là qui est un peu véhiculée partout, comme tu le dis. Tant que les victimes vont se sentir coupables et responsables des événements, ça va être difficile d'avancer, d'avoir un processus de cheminement par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment pesant pour elles et c'est difficile d'enlever cette conséquence-là, cette pensée-là qui est fausse, c'est difficile de l'enlever aux victimes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui freinent la dénonciation, la divulgation des incidents au niveau des agressions sexuelles chez les femmes, à ton avis? C'est sûr qu'il y a la méconnaissance au niveau du système de justice, comment ça se passe. Les gens perçoivent ça, les victimes en général perçoivent ça comme une grosse machine. Donc la méconnaissance freine. Le fardeau de culpabilité, le fait que la personne doit prouver que c'est elle qui a été victime. On sait que ça se passe entre deux individus. En général, une agression à caractère sexuel, donc il n'y a souvent pas de témoins. Et notre système de justice, on doit avoir des preuves. On doit démontrer que ça a eu lieu. Et c'est le crime où est-ce qu'il y a rarement de preuves. Donc, cette méconnaissance du système fait en sorte que les victimes vont moins dénoncer. Ensuite de ça, c'est sûr que quand on pense aux peines qui sont imposées aux agresseurs qui sont reconnus, les victimes se disent souvent « ça sert à rien, il n'y aurait quasiment rien ». Donc, c'est un autre facteur, ça aussi, là, les peines qui sont données aux agresseurs. Est-ce qu'on peut déceler des tendances ou des profils au niveau des personnes survivantes, des personnes victimes d'agressions sexuelles? Chez les femmes, bien sûr. On parle de tranche d'âge ou d'appartenance X ou Y. Est-ce qu'il y a des tendances? Il n'y a pas de profil au niveau des victimes en tant que telles. C'est certain qu'on peut penser justement que les femmes vont avoir été victimes le plus souvent dans l'enfance, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas plus vulnérables d'en vivre au niveau de l'âge adulte. Il n'y a pas de tranche d'âge précise non plus. Il n'y a pas de profil social non plus, il n'y a pas de classe sociale particulière. C'est certain qu'on peut penser aux femmes autochtones qui sont plus isolées, Oui. vont être plus vulnérables aussi. Donc, c'est toujours un contexte de vulnérabilité dans laquelle les victimes peuvent se retrouver, mais il n'y a pas de personnes ciblées spécifiquement, là. On sait que dans 85 à 90% des situations d'agression, la personne connaît son agresseur. C'est quelqu'un en qui elle a confiance, qu'elle a un lien. L'arme du crime d'une agression à caractère sexuel, c'est la confiance, justement. En moyenne, après combien de temps est-ce qu'une victime va-t-elle demander de l'aide, si elle le fait, bien sûr? Puis, c'est quoi les déclencheurs? Selon les statistiques du Regroupement québécois des CALAC, c'est environ après 13 ans que la personne va aller chercher de l'aide. C'est énorme. C'est très long, 13 ans. Ce qui fait en sorte souvent que ces personnes-là vont aller chercher de l'aide après 13 ans, ça va être un déclencheur qui pourrait être vraiment anodin. Ça pourrait être une situation médiatisée. Ça pourrait être l'impression d'avoir croisé quelqu'un, l'impression de revivre. Ça pourrait être des cauchemars aussi qui reviennent parce que tu peux être longtemps sans vivre de conséquences. Je parle plus au niveau des cauchemars, puis à un moment donné, ça peut revenir.
Donc, c'est des déclencheurs personnels qui peuvent faire en sorte que ces personnes-là vont aller chercher de l'aide. Ce que je remarque depuis plusieurs années, c'est que les victimes vont aller chercher de l'aide plus rapidement suite à une agression à caractère sexuel. Quand on pense aux adolescentes, aujourd'hui, je considère qu'ils sont plus sensibilisés et ils vont chercher de l'aide plus rapidement. Ce qui est favorisant justement pour leur processus de cheminement parce que c'est pas ces personnes-là qu'on va revoir peut-être dans des centres des années plus tard parce qu'elles vont avoir travaillé rapidement sur les conséquences qu'elles vont subir suite à l'agression. En quelque sorte, là, tous les cas médiatisés des derniers mois, des dernières années, les mouvements aussi publics de dénonciation, ça a de réels impacts positifs pour les victimes, pour les survivants. Ça a des impacts positifs, c'est certain, parce que justement, ça aide des personnes qui n'en ont jamais parlé à en parler, à aller chercher de l'aide. Ça aide des personnes à dénoncer. Ça a aussi des impacts négatifs parce qu'il y a des personnes qui décident selon elles que c'est mieux de ne pas en parler, mais toute cette médiatisation fait revivre justement les situations qu'elles ont vécues. Obtenir de l'aide lorsqu'on est une survivante, c'est pas nécessairement s'adresser aux tribunaux ou s'engager dans des poursuites judiciaires. L'important lorsqu'on a été victime d'une agression, c'est d'en parler. Pas nécessairement d'en parler au niveau judiciaire, comme tu viens de le mentionner, mais de briser le silence, de le nommer à quelqu'un en qui on a confiance, que ce soit un professionnel, que ce soit une personne de l'entourage, un ami, une connaissance, mais de ne pas garder ça pour soi. L'important, c'est vraiment d'en parler à quelqu'un. Dans le cas d'une agression sexuelle, il y a les survivantes, les personnes victimes, il y a l'entourage également. Il y a toutes sortes de réactions que ça peut provoquer. L'entourage va souvent réagir par l'impuissance, il ne saura pas quoi faire, quoi dire, il va avoir l'incompréhension, parce que souvent ça peut être dans la famille aussi, donc nécessairement l'entourage, les personnes de la victime va se questionner, va remettre en doute encore une fois parce qu'elle connaît la personne, autant la victime que l'agresseur, donc c'est extrêmement difficile pour l'entourage. Les réactions aussi, l'entourage ne sait pas comment réagir face à ça, est-ce qu'elle doit démontrer de la colère, de l'empathie? Elle veut faire les deux, mais c'est des émotions qui s'entrecroisent dans des situations comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile aussi pour l'entourage. Comment on fait pour bien accueillir un dévoilement, pour être aidant ou aidante dans une situation? C'est certain que la première attitude à adopter, c'est de croire la personne, de jamais remettre en doute ce qu'elle nous dit, de ne pas la questionner non plus sur les événements. C'est pas le rôle de la personne qui reçoit justement le dévoilement de questionner, de remettre en question ce qui s'est passé, d'aller chercher de l'information. Ça, c'est vraiment le rôle de l'enquêteur. Être à l'écoute, puis voir avec elle, c'est quoi ses besoins. Souvent, on peut penser que la personne est désorientée, est désorganisée, elle ne peut plus penser par elle-même, mais au contraire, ce qui est important, c'est de lui remettre justement le pouvoir sur ses décisions. Une agression sexuelle, c'est une prise de pouvoir sur la personne, donc il ne faut pas répéter justement ce même fonctionnement-là. Donc, lui remettre à elle la décision, exemple, de porter plainte, de ne pas l'inciter à le faire. On vit dans une société où on dépeint généralement les hommes comme étant les agresseurs, les prédateurs, les femmes, les filles, les victimes, les cibles. Est-ce qu'on est si près de la réalité que ça? C'est certain qu'au niveau des statistiques, c'est ce qu'on rencontre. Je pense qu'on pourrait avoir un portrait plus global, plus réaliste, si il y avait peut-être des hommes victimes qui en parleraient plus. Je pense que peut-être justement au niveau des hommes, des agressions qui ont été commises envers les hommes, c'est encore plus tabou, on en parle moins parce que justement on véhicule le fait que c'est les femmes qui sont victimes. Je pense que vraiment, ça serait de dire aux hommes victimes d'en parler plus pour essayer de voir c'est quoi la réalité exacte. À ton avis, aujourd'hui, c'est quoi les principaux enjeux au niveau de l'intervention et de l'aide qu'on peut apporter là, aux victimes, aux survivantes d'agressions sexuelles? Le premier enjeu va être définitivement les moyens financiers, les ressources humaines pour aider ces victimes-là. On parle justement dans la société présentement de toute cette problématique-là, les mouvements qui sont présents. Ça crée des besoins, ça crée des demandes. On invite les victimes à dénoncer, mais il faut être capable de répondre à ces besoins-là. On ne peut pas demander aux gens de dénoncer, puis après ça, pour avoir les ressources nécessaires pour leur venir en aide. Un deuxième enjeu qui est aussi important, sinon le premier, tant qu'à moi, c'est vraiment d'arrêter de remettre en doute les victimes, d'arrêter d'essayer de les responsabiliser, de les questionner par rapport aux événements, donc de croire immédiatement lorsqu'une personne le nomme, de croire justement les événements, de ne pas le remettre en doute. Il ne faut jamais minimiser ce qu'une victime peut ressentir. Une victime
d'agression sexuelle, ça inclut une victime d'attouchement sexuel, une victime d'harcèlement sexuel, d'exhibitionniste, quelqu'un qui a eu affaire avec un exhibitionniste. On a tendance à minimiser les agressions, premièrement parce que dans notre code criminel, il y a une gradation, il y a une peine qui est reliée à certains types d'agressions, mais dans la réalité, les conséquences que les victimes vont vivre vont être les mêmes. C'est certain qu'à différents degrés, mais il ne faut jamais minimiser ça parce qu'elles vivent toutes sensiblement les mêmes conséquences. Comment faire pour s'attaquer à la banalisation des violences sexuelles envers les femmes? La première chose à faire, tant qu'à moi, c'est de continuer les luttes, les revendications pour l'atteinte d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que l'agression sexuelle, c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de domination. Donc, nécessairement, si les hommes et les femmes étaient égales, il y aurait de moins en moins d'agressions sexuelles. Je pense qu'il faut aussi arrêter de montrer la femme comme un objet dans les publicités. L'hypersexualisation crée aussi ça, la banalisation des agressions sexuelles. C'est un mouvement de société. Il faut que la société se positionne tout ensemble, en fait, là, pour arrêter cette banalisation-là. C'est de prendre conscience des gestes qui sont posés, des attitudes, des personnes aussi, quand on pense à la culture du viol. Donc, c'est une question d'attitude, c'est une question de ce qui est véhiculé. Je pense que tous ces facteurs-là pourraient faire en sorte, justement, que cette problématique-là soit moins banalisée.